Alors, juste un mot pour rappeler les conditions, enfin la causalité des événements que nous a amenés aujourd'hui ici et un peu la manière dont le dossier a été instruit et construit. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes dans un contexte temporel qui est à la fois à la croisée d'une volonté de la région Bretagne de mieux installer son développement, sa culture autour des composantes marines de son territoire, d'une part, et également au niveau national, la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour le milieu marin, SNML. Et si vous avez regardé un peu la presse, vous avez vu que les deux sont un peu conjointes. Et donc notre étude était intervenue à la demande du Conseil régional, à l'époque présidé par Jean-Yves Le Drian, pour produire une analyse prospective. Prospective, il y a des méthodes pour ça, je vais vous expliquer. À quoi pourrait ressembler la Bretagne en 2040. L'extraction des résultats de cette enquête ou prospective, pour être tout à fait exact, devant alimenter sa propre réflexion, de Région Bretagne, sur la stratégie régionale mer et littoral, qui elle-même est une composante de la stratégie générale de développement économique que la région est en train de mettre en place à la demande des, vous avez peut-être suivi les évolutions institutionnelles autour de la loi NOTRe, par exemple. Donc il y a une délégation. Chaque région doit faire un plan stratégique et la Bretagne a décidé d'y incorporer une forte dimension maritime. Donc ce travail, d'habitude, quand il s'agit de la mer, c'est la section littorale qu'il organise au sein du Césaire. Là, on a fait appel aux compétences, à la technicité de la section prospective, qui traite de tous les sujets sans particulière spécificité. Mais là, ils nous ont bien aidés pour déterminer une méthode. C'est la méthode dite des scénarios. Elle est assez calée et elle est assez classique. Elle est basée sur le fait que nous devons détecter dans l'existant, dans l'histoire, dans le présent, les facteurs clés du changement qui vont induire des modifications dans les comportements humains, dans les décisions économiques ou dans l'évolution de la société. En ce qui nous concerne, il y a 4 facteurs de changement principaux qui sont communs à beaucoup d'études prospectives. On n'a rien inventé, sachant que chaque fois, on va devoir les préciser. Ces facteurs de changement, quels sont-ils? Les changements environnementaux et de l'écosystème, et en particulier de la production d'énergie. C'est souvent lié. Ça, c'est un premier facteur de changement lourd. Tout ce qui est nouvelles technologies. Alors, on parle beaucoup du numérique, il y a aussi une nanotechnologie, il y a des technologies très particulières qui sont en train de se développer. Elles sont impactantes sur l'avenir de nos sociétés. Vous voyez bien, il y a 20 ans, on n'avait pas de smartphone. Aujourd'hui, on les utilise comme si c'était un outil d'une très grande classicité. Il y a toutes les décisions de type économique et géopolitique. Les interactions entre États, entre régions, sur des zones économiques comme l'OCDE, impactent forcément des décisions des acteurs. Et enfin, il y a des impacts sociétaux, enfin, il y a des facteurs de changement d'ordre sociétaux, relations entre individus. Encore une fois, Internet a beaucoup modifié notre comportement, mais il y a aussi des questions de type démographique, soit par la production interne, si je puis dire, de la génération interne, soit par du fait de migration. Et donc tous ces facteurs de changement, ils peuvent être caractérisés selon 3 types de nature, soit des signaux extrêmement faibles. On détecte au début d'un processus que peut-être il va pouvoir se passer quelque chose, même si c'est à un niveau faible et assez peu rapporté. Il y a des tendances lourdes, que souvent quand on extrapole linéairement ce qui s'est passé avant dans l'avenir, il y a quand même des choses qui restent et qui demeurent. Le transport ferroviaire, il a commencé au XIXe siècle, il ne va pas s'arrêter au XXe siècle. Il y a une tendance lourde pour qu'on continue à se déplacer en chemin de fer, par exemple. Et puis il y a des scénarios, il y a des hypothèses de rupture où une découverte inattendue entraîne de façon un peu chaotique parfois de grands changements de nature. Et donc certaines de ces ruptures, on peut les anticiper, en particulier au vu de signaux faibles ou d'innovations scientifiques et technologiques qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais qui ont un potentiel d'impact. Et le croisement de ces facteurs de changement et de cette catégorie de nature nous amène à définir un certain nombre de variables. Alors vous avez un extrait des variables. Alors une variable, c'est un événement
plus ou moins importants, plus ou moins complets, enfin, impactant de façon plus ou moins complète la société et nos vies, et qui peut être caractérisé de différentes façons. Par exemple, si on prend la consommation des produits de la mer, évidemment la mer produit des ressources par la pêche, l'aquaculture, etc. On peut tabler, mais pour l'instant on ne sait pas, enfin, le scénario le décrira, mais il y a au moins 3 hypothèses standards, assez simples à définir, puisque c'est soit on va vers un accroissement des produits de la mer, soit on va vers une stabilité, soit on va vers une décroissance. Pour l'instant, la démarche phénoménologique de cause à effet qui soutient la variable, on ne la décrit pas ici, c'est juste un statut. Et les scénarios vont être basés sur cet ensemble de variables, je ne sais plus combien il y en avait, il y avait une 50aine de variables, chacune codifiée, et un scénario, c'est une promenade, entre guillemets, de variable à variable, et de valeur de la variable à valeur de la variable. C'est-à-dire que si vous prenez les 50 variables avec leurs 3 ou 4 valeurs types, vous aboutissez à, je préfère le calcul, 50 puissance 4 scénarios possibles. Nous en avons extrait 4, non pas parce qu'ils sont les plus probables, non pas parce que c'est ceux qu'on préfère, non pas parce que ce sont les plus réalistes, mais c'est parce qu'ils correspondent, alors évidemment c'est un peu fonction des personnes membres du panel d'études, vous allez voir que c'est assez rustique, ils correspondent à des tendances ou à des moteurs forts et que de toute façon nous aurions retrouvé par quel que soit le bout par lequel on aurait pris l'ensemble de la matrice. Et donc un scénario, c'est encore une fois une promenade, une circulation au sein des différentes valeurs de toutes ces variables, chacune de ces variables étant de façon plus ou moins intense, reliée, corrélée à d'autres. Vous voyez bien qu'il peut y avoir un rapport non nul entre la consommation de produits alimentaires et le type de produit consommé. S'il y a une extension de la consommation de produits transformés, ça va avoir un impact sur la nature des produits que l'on pêche et donc de leur gestion dans la mer. Enfin, l'ensemble des scénarios correspond, alors je vais dire à un écosystème, non, enfin, à une organisation complète des activités humaines, en l'occurrence dans la Bretagne. Et en fonction de décisions lourdes ou de tendances lourdes, plutôt de tendances lourdes, vous avez des scénarios plus ou moins marqués. Et c'est le fait d'avoir des scénarios relativement divergents qui nous a guidés de façon à ce que, en extrapolant, mais en étant toujours extrêmement logique et rigoureux dans les enchaînements, encore une fois, de cause-effet au sein des scénarios, que nous réussissons à détecter les avantages et les inconvénients, les impacts positifs, les impacts négatifs de dispositions de tendances lourdes. Vous allez voir, il y a 4 scénarios qui ont donc été extraits. On a fait exprès pour qu'il n'y ait pas de scénario moyen. Il n'y a pas un scénario moins grave que les autres. Ils sont tous aussi graves ou pas graves les uns que les autres. Simplement, le but du jeu, parce que c'est quand même un jeu de l'esprit, c'est de détecter dans chacune des hypothèses qui sous-tendent ces scénarios ce qu'il est bon de retenir pour une décision publique ou ce qu'il serait nécessaire de détecter comme défaut à corriger, encore une fois, par une décision publique. Le but, c'est que l'ensemble des possibles tels qu'on va vous le présenter soit l'objet d'une extraction de valeur ajoutée et de capacité à lutter contre les valeurs négatives. Alors ces 4 scénarios, lesquels sont-ils ? J'ai pris des notes, je vois que je me laisse entraîner par... donc voilà, ce qu'il faut savoir, donc je rappelle, chacun des scénarios constitue un futur possible, mais ce n'est pas la réalité. C'est réaliste, mais ce n'est pas réel, ce que je dis souvent. Aucun ne se réalisera tel qu'on vous le décrit. C'est clair, la nature, la vie fait qu'il y a des dérives, il y a des événements inattendus qui corrigent ou qui compensent certaines lignes.
il vise à explorer l'ensemble de tous les possibles. Donc on a essayé de faire en sorte que toutes les variables soient exploitées, avec un maximum de variables et des valeurs raisonnables. Et donc le but, encore une fois, ce n'est pas de choisir un scénario. Il est possible que vous soyez plus proche intellectuellement ou culturellement ou émotionnellement même d'un des scénarios, mais le but n'est pas de choisir, c'est ce scénario-là que je veux. Ce scénario éclaire, permet de comprendre, essentiellement les enjeux qui sont derrière, mais la décision, enfin, on peut inférer, ce sera là ma conclusion sans doute, que le scénario réel, ce sera un mix dont la fédération n'est pas connue de l'ensemble de ces scénarios-là. Mais encore une fois, ça va dépendre de décisions, et c'est pour éclairer la décision qu'on a fait ce travail. Et donc maintenant, on va tous ensemble se projeter en 2040. On commence par le premier scénario. Le scénario, alors vous allez voir qu'on a essayé de faire quelques jeux de mots en anglais, hein, c'est le scénario LC, la mer, source de qualité et essentiellement sous l'angle hédoniste, c'est-à-dire le moteur, parce que donc pour chaque scénario il y a un moteur principal, et puis évidemment comme une navette spatiale il faut aussi quelques moteurs auxiliaires. Là le moteur principal c'est le milieu côtier. Les zones côtières bretonnes sont exceptionnelles. Elles sont attirantes déjà aujourd'hui. En 2040, elles le seront encore plus du fait des changements climatiques qui font que en Méditerranée, il n'y aura plus d'eau douce et les gens vont crever de chaud, donc ils vont vouloir remonter. Enfin, vous allez voir un peu. Donc, l'idée, c'est que la Bretagne joue à fond la carte de l'attractivité liée à la qualité de ces paysages, écosystèmes et de l'entretien qui sera fait de ces paysages et écosystèmes. Suivante. Alors, que je me repère. Donc nous sommes en 2040. Là, je lis un peu les extraits du document. Le document général, il est disponible. Vous pourrez l'avoir à la sortie. Donc, placé au cœur de la qualité de vie, la mer est perçue comme un espace de jeu, de liberté, de loisirs, de tourisme, de culture, de santé et de bien-être. Rien de tout cela n'est contestable, mais vous verrez qu'il y a des scénarios qui ne se basent pas particulièrement sur ces aspects-là. Vitrine de la Bretagne, parce que la Bretagne n'est pas que littoral, elle est mise au cœur de son marketing territorial. Vous observerez que c'est déjà un peu le cas. Et contribue fortement à son attractivité. Là, l'idée, c'est que de 2018 à 2040, la région Bretagne décide d'appuyer et de bâtir sa stratégie d'abord là-dessus. Et donc, sur les espaces côtiers remarquables, évidemment, hein, ça c'est un enchaînement logique, encore une fois, une planification rigoureuse est mise en œuvre pour préserver la dimension esthétique de ces littoraux. Si on veut que les gens viennent, il faut qu'ils soient préservés. On ne va pas construire des Torremolinos ou des stations balnéaires espagnoles sur tout le littoral breton pour qu'ils deviennent totalement inhospitaliers. L'idée, l'image qui est derrière, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est plutôt le nord-est de la Sardaigne avec une très grande protection du littoral et des îlots d'habitation plutôt haut de gamme. C'est un peu ça l'idée. Alors, pour chaque scénario, on vous donne le moteur, on explique pourquoi le moteur, on regarde comment on en est arrivé là, et ensuite on décrira les avantages, inconvénients ou les faiblesses et les avantages du scénario en question. Donc pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à privilégier la fonction résidentielle du littoral, encore une fois en 2040 ? La compétition entre les territoires s'est accentuée dans un contexte de concurrence exacerbée dans tous les domaines, d'un déclin du multilatéralisme, c'est-à-dire que, évidemment, la Bretagne n'est pas seule, elle est dans une nation, la France, qui elle-même est dans l'Europe et dans le monde. Donc les circonstances extérieures ont forcément des impacts sur les décisions internes. Et donc la tendance dans ce scénario, c'est plutôt un déclin de l'Union européenne, et un affaiblissement politique de l'Union européenne, et un repliement sur soi, et donc
leur réintégration des capacités de décision au niveau des régions. Du point de vue du changement climatique, donc c'est une constante dans tous les scénarios. Nous n'avons pas de scénario dans lequel le changement climatique est ignoré. Il a un impact partout, et là, l'impact en particulier, comme je le disais, c'est que la Bretagne dispose, dans ce scénario, d'un avantage comparatif par rapport à d'autres régions françaises, point de vue géographique, présence de la mer. Elle met donc en œuvre une stratégie d'attractivité résidentielle, faire venir des gens de l'extérieur, en particulier pour le tourisme, et donc vantant les mérites d'un territoire où il fait bon vivre. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des gens de passage, c'est aussi, un peu comme le Portugal le fait actuellement, attirer des retraités pour qu'ils viennent se fixer avec leur pouvoir d'achat dans une région réputée hospitalière. La société recherche un cadre de vie préservé et donc un nouvel équilibre loisir-travail. Cette dynamique est renforcée, donc là c'est vraiment une hypothèse, vous allez sourire, par l'arrivée de la LGV jusqu'à Brest et à Quimper. Évidemment, pour ramener toutes ces personnes et les ramener à leur lieu d'origine, il faut des tuyaux pour amener, des artères. Donc dès 2030, et donc l'accessibilité aux territoires littoraux devient renforcée de fait de moyens de transport efficaces. Les investissements sont donc conséquents sur le littoral et en mer, du point de vue des infrastructures, des réseaux, y compris informatiques, immobiliers, et sont facilités par la remise en cause de certains verrous réglementaires, loi littorale, plan d'urbanisme, c'est-à-dire que là, il y a une réintégration de réglementation nationale avec une forme de capacité donnée à la région Bretagne d'expérimenter et de faire un peu différemment de la vulgate générale. Alors, les implications de ce type d'orientation délibérée, évidemment, c'est toujours des propos un peu extrêmes, mais c'est un compartiment que la région Bretagne ne pourra pas manquer d'analyser. La saison touristique s'allonge et les pratiques récréatives se développent massivement, aussi bien thalassothérapie, aquarium, piscine, sport, etc. Elle constitue le vecteur de l'éducation à la mer. Il y a évidemment une forte composante culturelle. Et dans chaque scénario, on a regardé comment la société bretonne pouvait continuer à soutenir un développement maritime. Et donc pour ça, il faut que les gens qui y vivent et qui en sont originaires soient d'accord sur le fait que la mer a une importance. Donc il y a une composante culturelle et pédagogique dans tous les scénarios. Et donc ici, dans ce cadre-là, c'est plutôt hors du cadre scolaire, sous un angle fonctionnel, météo marine, règles de navigation, etc. Donc une éducation à utiliser la mer. La pêche, parce que c'est comme une activité importante en milieu marin, a décliné, et pour la majorité des professionnels de la pêche, le métier est désormais complémentaire de l'activité touristique. On parle souvent de coactivité. C'est vrai pour la pêche. On en parlera aussi dans d'autres scénarios pour ce qui concerne les énergies marines. Quand on installe une infrastructure en mer, ou quand on a un bateau, il peut servir à autre chose que uniquement pêcher du poisson. Les biotechnologies et l'aquaculture ne constituent pas des secteurs de poids en Bretagne. Ce n'est pas un endroit où la région décide d'être proactif. Dans d'autres scénarios où ça le sera. Et en tout cas, la Bretagne est dépassée par la concurrence, en particulier des pays asiatiques. Les ports s'inscrivent dans cette stratégie plutôt de nature touristique, et donc la contribution des ports, c'est plutôt de s'ouvrir au périmètre urbain qui est autour pour qu'il y ait un continuum entre habitation urbaine, société urbaine et les ports, qui sont donc l'entrée sur le monde maritime. Dans certains cas, ils peuvent devenir payants, organiser des journées culturelles. Les villes côtières se réaménagent depuis le front de mer. Dans ce scénario, au même titre que les biotechnologies ne sont pas développées, les énergies marines renouvelables non plus. Alors là, est-ce que c'est... J'espère que ce n'est pas une tendance lourde, à titre personnel, mais dans ce scénario-là, vu les difficultés d'accès au littoral, aux ressources, vu les contradictions apportées par la société civile, etc., la région Bretagne a dit on a essayé, c'est une hypothèse, on a essayé, on n'y est pas arrivé, et en 2040, on a abandonné l'idée d'avoir un foisonnement d'éoliennes ou d'hydroliennes en mer.
Et donc le polder de Brest, qui a quand même été aménagé pour ça, se retrouve plutôt pour un parc ludique, urbain, ouvert sur la ville, et avec une fonction notablement différente de celle qui a prévalu à son installation. Alors le bilan, c'est donc les plus et les moins. L'appropriation de la mer par les citoyens est centrée sur le littoral et les espaces proches du rivage. Ce qui n'exclut pas, dans ce scénario, qu'il y ait des comportements ou des syndromes du type NIMBY ou Banana, c'est-à-dire que pour protéger le littoral, les gens disent vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas chez moi, allez le faire ailleurs. Et donc du coup, il y a une forme de protection induite du littoral. Alors un des défauts de ce scénario, c'est que certes, il va y avoir un développement sur le littoral, mais potentiellement au détriment des zones intérieures, enfin des zones rurales éloignées du littoral. L'autre facteur un peu négatif dans ce scénario, c'est la qualité, la durabilité, la nature des emplois créés. Si on fait une analogie avec les emplois liés à la neige et aux activités de ski en montagne, vous verrez que les personnes qui sont moniteurs ou qui travaillent dans ces circonstances, c'est des emplois temporaires, c'est souvent multitâches, avec des zones, enfin des périodes de chômage temporaire, etc. Donc, ce n'est pas l'idéal non plus de ce point de vue-là. Pour ce qui concerne les écosystèmes, l'accent est mis sur la lutte contre les pollutions visibles. Évidemment, puisque c'est l'attractivité et ce qu'on voit qui compte, que l'écosystème soit modifié ou que ses capacités de production, on parlait de la pêche tout à l'heure, soient atteintes par des décisions, ce n'est pas trop le problème, pourvu que les touristes et ceux qui le regardent, mais qui juste une analyse hédoniste, encore une fois, du système, ça ne les dérange pas, donc c'est pas gênant. Donc un des shortcuts, enfin des défauts de ce scénario, c'est aussi que donc, ça va entraîner les concentrations sur le littoral et que dans ce cadre-là, rien n'exclut qu'il y ait des tentations de privatisation de certaines zones du littoral, que ce soit des ports, que ce soit des zones plus larges, avec des restrictions à l'accès, d'une part, et puis une délégation de services publics, si on veut dire ça comme ça, vers des sociétés privées. Vous avez sans doute vu un signal faible qui ressemble à ça, c'est quand, je crois que c'est la ville de La Baule, a délégué la gestion de son front de mer et de sa plage à une société privée, en lui déléguant la responsabilité de collecter les taxes, de nettoyer, etc., avec donc des limitations à l'accès qui sont potentiellement discutables. Normalement, la zone de battement des marées, c'est du domaine public maritime, ça appartient à tout le monde, il n'y a pas normalement dans la loi française d'interdiction. Or, on observe ici ou là, en Méditerranée encore plus, des débuts de ce que ça pourrait représenter en 2040. Et alors, donc, dernier élément, après on passera au scénario suivant, la marge de manœuvre laissée aux décisions locales. Donc la Bretagne prend la main en quelque sorte. Entraîne un risque de fragmentation des politiques publiques. Quand je dis local, c'est la Bretagne, mais c'est aussi les EPCI. Chaque micro-région bretonne, dans le cadre qui est ici, décide de plutôt axer dans une direction plutôt d'une autre, mais toujours dans le même contexte. Certains territoires cherchent par exemple à assouplir la loi littorale pour attirer les populations. À terme, cela pourrait dégrader l'homogénéité de la Bretagne et dégrader les conditions de vie et de bien-être de localisation, toujours en Bretagne, proche mais divergente. Et donc avec un risque, dans certains cas, de voir l'élitisme l'emporter, dans d'autres cas, plutôt un consumérisme un peu débordant. Donc voilà, l'idée, je pense que vous avez bien compris l'esprit des scénarios, hein. On prend une position, on l'extrapole, voire on l'extrémise, et on en tire des enseignements. Attention à ce que
l'emploi soit préservé, que l'environnement ne soit pas que juste une photo avec du colorant bleu pour faire bleu, puis que derrière, il n'y a plus aucune vie. C'est des risques inhérents à ce scénario qui doivent être pris en compte pour qu'il y ait une certaine modulation des effets. Le scénario suivant, c'est le scénario dit vertueux, en quelque sorte. Mais on verra que la vertu n'est pas forcément l'idéal. On va voir pourquoi. C'est transition, donc c'est basé sur l'application finalement stricte des concepts du développement durable au développement maritime. Alors vous pouvez prendre tous les poncifs que vous voulez concernant le développement durable, tous ces critères, etc. On les a appliqués de façon raisonnée et logique dans un scénario porté par le développement lié aux activités maritimes, évidemment. Donc en 2040, la mer est encore perçue comme un écosystème très riche et une ressource essentielle à la transition énergétique et écologique. Vous voyez déjà qu'il y a une petite différence avec le scénario précédent, c'est qu'on va quand même essayer d'utiliser les ressources maritimes au-delà du simple aspect attrayant et sympathique. L'exploitation de la mer répond à des besoins, mais doit être mesurée, évidemment, parce qu'on est dans le durable, donc préserver pour les générations futures ce que les générations antérieures nous ont légué, compte tenu de la responsabilité collective de transmettre des écosystèmes fonctionnels aux générations futures. Très bien pensant. Des tensions émergent sur les modalités de gestion à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, tout en prenant en compte, là comme dans les autres scénarios, les effets du changement climatique, et là avec une couche de plus qui est le coût de l'énergie et de la production énergétique. Et donc là, c'est l'application pure et simple, certains connaissent peut-être, du concept de Blue Growth qui a été développé au niveau européen, qui doit être, donc le développement maritime doit être un modèle et doit être exemplaire sur tous les critères, encore une fois. Dans ce scénario, la Bretagne a décidé, quelque part entre 2020 et 2030, d'être la zone d'application, un démonstrateur de la faisabilité de cette Blue Growth, et donc prône un nouveau modèle de développement. On va voir lequel. Alors pourquoi la Bretagne s'est-elle engagée dans cette transition énergétique et écologique ? Dans les années 2018-2020, donc c'est bientôt, les crises environnementales successives ont amené à une prise de conscience de l'urgence à agir face aux effets du changement climatique. C'est la suite, c'est une tendance quand même relativement lourde, c'est la suite de la COP21. La mobilisation internationale s'est intensifiée, les ONG introduisent le débat de manière générique, et donc tous les ans, il y a une nouvelle COP qui remet en lice toutes les décisions plus ou moins bien suivies des faits des COP précédentes. La mer apparaît peu à peu. Je signale qu'à la COP 21, c'est la première fois que la mer a été considérée comme un enjeu. Dans les COP 1, 2, 3 jusqu'à 20, on ne parlait pas de la mer. Donc il y a un signal quand même là. Et donc la mobilisation autour de la mer s'est intensifiée, relayée par encore une fois, les ONG et le public. La mer apparaît peu à peu comme la carte de la dernière chance pour appliquer les principes, encore une fois. L'heure n'est pas au grand projet de bétonnage, d'infrastructure sur le littoral. Et dans un premier temps, la transition énergétique et écologique a fait l'objet d'une large concertation. C'est un peu ce qu'on fait là. C'est-à-dire que dans le schéma régional mer et littoral, il y a une vaste concertation qui est employée. Tout le monde a eu la possibilité de donner son avis sur les projets de la région. Mais en 2030, face à la difficulté à prendre des décisions rapides et à agir, les pouvoirs publics, donc là c'est plutôt l'État, ont repris la main de façon plus dirigée pour accélérer cette transition, faire en sorte que les bonnes volontés, les décisions éthiques qui vont avec, finissent par s'appliquer. On a un exemple, alors je vais reprendre mon antenne habituelle, ça fait 10 ans qu'on parle d'énergie marine en mer avec des éoliennes. Pour l'instant, on n'a pas une éolienne commerciale en France. Il y en a partout en Europe, il y en a partout dans le monde, mais il n'y en a pas une en France. Et donc là, l'État dit, c'est fini de jouer, on va faire. Et donc, dans le premier scénario, c'était plutôt la Bretagne
et ces EPCI qui prenaient la main. Là, c'est l'État. Alors, les impacts, les conséquences, l'analyse de ce scénario. Il ne faut pas que je me mélange entre scénarios. Les implications. Donc, les entreprises innovent continuellement pour être toujours plus responsables et réduire leur empreinte carbone. C'est le concept développement durable. Tout projet fait l'objet d'un processus de concertation très large. Là, on est en 2040. La forte participation des citoyens est rendue possible par une culture scientifique et technique dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que dès maintenant, ceux qui vont être dans la décision et les principaux acteurs en 2040, s'ils naissent maintenant, ils auront donc 22 ans, ils seront formés, ils connaîtront à la fois la mer et les concepts du développement durable. Et donc là, l'expérimentation a déjà commencé en Bretagne avec l'appui de l'Éducation nationale. Les biotechnologies offrent des produits durables, aussi bien des biomatériaux que des peintures écologiques, que des produits de santé ou cosmétiques. L'évolution des modes de consommation, plus de végétariens, l'alimentation biologique dans des circuits courts, dynamise la pêche artisanale. Donc dans ce scénario-là, il y a un peu plus d'efforts sur la gestion, voire la reconstitution de stocks locaux pour de la consommation locale. Et les circuits alimentaires de proximité d'une manière générale, l'algoculture labellisée par exemple. Donc il y a volonté de descendre d'un cran dans l'échelle trophique. Les décisions en faveur de la sortie du nucléaire ont convaincu d'investir dans les énergies marines renouvelables. Toutes les technologies sont mobilisées pour sécuriser les approvisionnements énergétiques locaux. Alors ça, évidemment, pour la Bretagne, c'est important, parce que vous savez que la Bretagne est extrêmement déficitaire en énergie électrique. Tout provient de centrales nucléaires qui viennent de l'extérieur, donc avec un réseau qui est bâti autour d'un approvisionnement et donc d'un apport. Là, à partir du moment où on considère qu'il va y avoir une production locale, il va falloir inverser le réseau pour que la production d'énergie déconcentrée vienne dans l'autre sens finalement. Donc ça, c'est tout un chantier qui pour l'instant n'est pas vraiment abordé. Toutes les technologies sont mobilisées. Alors je dis oui, les ports accueillent de nouvelles activités, aussi bien des énergies marines que de l'économie circulaire, des chantiers navals innovants, du cabotage, des filières de démantèlement éco-responsables, etc. Et interdisent l'accès aux navires plus polluants. Ça, c'est des décisions qui ont déjà été prises par les États-Unis, par exemple. Il n'y a plus de navires à simple coque aux États-Unis, donc ça, c'est un signal. Et, on pense que dans ce scénario, ça va se généraliser. Il y a une montée en puissance de l'écotourisme et des éco-loisirs, l'instauration d'une taxe carbone, pas de bonnet rouge à cette époque-là, profite aux pratiques douces, notamment la voile et les sports de glisse, et aux structures temporaires et démontables. Le parc naturel marin de Bretagne couvre désormais toutes les eaux bretonnes. Vous savez que le parc naturel marin n'est pas exclusif d'une activité économique, il est attentif à ce que les activités économiques qui s'y développent soient éco-responsables, développement durable, etc. Donc, pas une interdiction, mais il y a une convergence des deux dispositifs pour permettre un développement harmonieux. Le bilan du scénario. Donc le bilan, c'est une volonté nette de diversifier l'ensemble de l'économie et ses ressorts pour instaurer un nouveau modèle de développement. Il a un coût très important pour les pouvoirs publics. Il y a une forte implication des pouvoirs publics pour permettre changer les mentalités, accommoder des activités de nature pas toujours complémentaires, etc. Donc il y a un fort travail institutionnel. L'emploi est plus durable, puisqu'il y a des industries durables qui s'installent, et mieux ancrées sur les territoires, mais cette transformation ne se fait pas pour autant sans creuser certaines inégalités. Il y a ceux qui arrivent à rentrer dans la démarche, parce qu'ils sont bien formés, parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment, et puis il y a ceux qui sont laissés pour compte. On le voit déjà aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a ceux qui ont pu embarquer dans le train et qui se trouvent avec des emplois extrêmement intéressants, et puis ceux qui ne sont pas dedans sont dans l'ancienne, entre guillemets, économie et ont plus de difficultés. Et donc certaines activités qui sont donc fragilisées par cette transition nécessitent d'être accompagnées ou soutenues, d'où un effort institutionnel de l'État pour accompagner ces filières un peu
un peu laissée pour compte. La mise en œuvre des pistes d'adaptation aux enjeux climat et énergie est ralentie par des démarches de concertation. On l'a vu tout à l'heure, à un moment donné, l'État dit stop, il y en a marre de trop concerter. Et donc il y a un risque je ne trouve pas le terme, mais de se voir imposer par l'administration, par la réglementation, des décisions sans... C'est un des sujets qu'on a longtemps débattu au sein de ce scénario, c'est-à-dire qu'il est bien pensant parce que tout le monde dit ce qu'il pense et tout le monde est gentil et tout le monde se mettra d'accord pour faire. Et en fait, on a considéré que ça, c'était un peu trop béni oui-oui et qu'il y avait peut-être un risque dans une démarche aussi simplifiée, c'est que à force de discuter, on n'avance pas. Et donc, à un moment donné, quelqu'un vient dire on arrête de discuter, maintenant, c'est ça qu'on va faire. C'est le risque qu'on a identifié dans ce scénario où le dialogue participatif est donc remplacé peu à peu par des décisions moins concertées, ouvrant la voie à des contestations et donc par feedback positif de nouvelles réglementations pour contester la contestation. Et donc l'ensemble peut être progressivement perçu comme une mise sous contrôle des vies et des dynamiques individuelles. L'unanimité acquise face aux impératifs de transition énergétique et écologique finit par se déliter. C'est-à-dire, ça part d'une bonne intention et à la fin, ça ne suit plus. Et pour faire quelque chose, il faut... C'est le risque de se trop laisser la main aux bonnes volontés ou à sentiments d'idéalisme qui... il y a toujours des retours de bâton. Voilà, ça c'était le scénario numéro 2. Le scénario numéro 3, alors lui c'est l'inverse, si on veut. On a failli l'appeler le Far West. Alors c'est pas tout est permis, mais ça symbolise un peu l'idée sous-jacente. C'est-à-dire que à partir du moment où la mer est une ressource qu'elle est considérée comme étant pas exploitée à son optimum, eh bien on lâche les chevaux. Toute initiative d'exploitation, on verra dans quelles conditions elle est régulée, est bienvenue. Et donc tout le monde est sollicité pour aller faire du développement en mer. Donc la mer est d'abord et avant tout considérée sous son angle production, création de richesse. Si c'est du tourisme, tant mieux. Si c'est des énergies marines, tant mieux. Tout est admis. Dans les années 2020, dans un objectif de relance économique, la Bretagne, donc dans ce scénario, et les autres régions de la façade atlantique en même temps, vous savez qu'il y a une arc atlantique avec une démarche coordonnée des différentes régions européennes. Et donc voilà, on est exactement dans cette ambiance-là. Elles se sont positionnées comme territoire pionnier de l'économie bleue. Alors, l'économie bleue, ce n'est pas la blue growth. L'économie bleue, c'est je fais de la valeur ajoutée à partir de ressources en provenance du milieu marin. Ça peut être biologique, ça peut être minéral, ça peut être physique, ça peut être tout ce que vous voulez. L'objectif est donc de se distinguer à l'échelle européenne et de faire de l'économie maritime un pilier du développement économique régional et interrégional par l'innovation et la diffusion de nouvelles technologies. L'idée derrière, là aussi, c'est que c'est Silicon Valley. Silicon Valley, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est un petit endroit du côté de Los Angeles et qui a irradié le monde entier. Là, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est en Bretagne que ça se passe. Si vous voulez développer des nouvelles activités maritimes, marines dans le monde, il faut venir en Bretagne et les entreprises vont se déployer dans le monde entier. Ce n'est pas du développement en Bretagne, uniquement pour la Bretagne, par des Bretons. C'est plus que ça. Alors, revenons sur le cours des événements. Pourquoi est-ce qu'on a privilégié la fonction productive de la mer en Bretagne? Face aux tensions croissantes à terre, espace, compétition, la mer constitue un réservoir de ressources nouvelles et un domaine à conquérir. C'est encore vrai aujourd'hui, ça l'est en 2020 et en 2030. Pour la plupart des individus, le recours aux nouvelles technologies et aux biotechnologies constitue une évidence. Les biotechnologies marines irriguent désormais le quotidien. Protéines alimentaires à base de zooplancton et de krill, aquaculture de précision, nouveaux matériaux, médicaments à base d'algues,
alimentation animale, biocarburants. L'éventail des possibles est extrêmement vaste. Je ne fais pas tout le dessin, mais en l'occurrence, sur les 20 ans dans ce scénario, sur les 20 ans qui nous attendent, plein d'initiatives dans ces domaines-là voient le jour et se construisent. Une stratégie pour le développement économique de la mer a été adoptée en 2025 par le Conseil régional, encouragée par l'État et l'Union européenne. Propulsée par des métropoles innovantes et compétitives, motrices du développement économique, la Bretagne est à la pointe, pas uniquement géographique, en matière de recherche marine et offre un ensemble de formations maritimes extrêmement attractives. C'est le Brace Campus mondial de la mer. Donc une vocation quand même internationale. Les implications. Donc l'exploitation des ressources marines est largement encouragée, évidemment, et soutenue par des moyens financiers importants. Les banques ont été convaincues, ce n'est pas que de l'argent public. La levée des verrous à l'innovation, un assouplissement du principe de précaution. Donc là, encore une fois, tout à l'heure on en parlait, hein, le Far West, oui, mais un peu quand même contrôlé. C'est-à-dire que dans ce scénario-là, l'analyse des effets du développement économique en mer est plutôt réalisée a posteriori, avec des obligations sur la compensation en cas d'impact, plutôt que sur l'a priori. On dit on ne fait rien tant qu'on n'est pas sûr que tout... Enfin, encore une fois, c'est une application dévoyée du principe des précautions, mais que tout n'est pas balisé. C'est-à-dire, s'il y a un petit risque ici, on ne fait pas. Dans ce scénario-là, on analyse le risque, on ne cherche pas à couvrir tous les risques, et on procède par pragmatisme. C'est-à-dire qu'on fait, si ça se passe bien, on continue, si ça se passe mal, on corrige. C'est plutôt c'est des principes que les Japonais ont beaucoup utilisés, plutôt que faire des grands modèles pendant 10 ans, et puis finalement, on ne prend pas de décision parce que tout n'est pas décrit et tout n'est pas sûr. Eh bien, on fait des démonstrateurs, on fait à petite échelle. Si ça marche bien, on multiplie par 2, par 3, par 4, jusqu'à ce que ça marche mal. Et si ça marche mal, on fait un peu marche arrière et on trouve l'équilibre pragmatiquement comme ça. Donc, dans ce contexte, j'en étais où, moi ? La pression du développement économique a conduit l'État à confier la gestion du domaine public maritime à la région et aux EPCI, et donc consacrer un droit à l'expérimentation en matière écologique. De nombreuses filières innovent, se développent et exportent dans le monde entier. Ressources biologiques, énergétiques, minérales, plateformes multi-activités. Là, l'idée, c'est des ports offshore qui permettent de rééclater, au lieu d'envoyer tous les bateaux dans la Manche. Ils s'arrêtent à l'entrée de la Manche, ils redéploient leurs containers ou leurs cargaisons sur des bateaux qui font du cabotage et qui vont rééclater les cargaisons plutôt que d'aller jusqu'à Anvers ou Amsterdam. Ce scénario prend en compte les ruptures technologiques sur l'autonomie des véhicules. On parle beaucoup de la voiture autonome, des drones. Là, l'idée, c'est en 2040, il y aura des bateaux sans personne à bord. Il y aura des sous-marins sans personne à bord. Donc tout ça sera automatisé. Et donc, la Bretagne souhaite être le fer de lance de ces développements-là, qui sont déjà à l'œuvre, hein, je vous le signale. Dessalement de l'eau de mer, etc. La région est leader en matière de biotechnologie marine. La coopération entre les régions de l'arc atlantique, j'en parlais, permet le développement de toutes les formes d'énergie marine renouvelable. La Bretagne exporte ses savoir-faire et en 2040, elle est autosuffisante en électricité, grâce à l'électricité d'origine marine. Le tourisme industriel se développe sous l'impulsion de tours opérateurs spécialisés, mais le littoral est moins attractif et peu à peu privatisé, avec donc des conflits d'usage à gérer. Au profit, plutôt dans ce scénario, plutôt au profit des plus aisés. C'est-à-dire à partir du moment où on veut protéger l'environnement pour attirer des populations, ça caractérise ces populations comme étant plutôt aisées. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on développe l'industrie et là, c'est moins, entre guillemets, sexy que les endroits où on décide de ne pas le faire, mais ça a un coût de ne pas le faire parce qu'on aurait pu faire autre chose à la place. Et donc ce coût-là, il est pris en charge par des droits d'accès, directs ou indirects, opposables ou sous-jacents. Hein. Un droit d'accès sous-jacent, c'est le prix de l'immobilier. Quand le prix de l'immobilier est très très élevé, ce n'est pas forcément des taxes, c'est que ceux qui l'achètent ont les pouvoirs d'achat pour le faire et que d'autres, du coup, ne l'ont pas. Ne peuvent plus acheter. Et donc dans ce scénario-là, juste un clin d'œil, on pouvait imaginer
Nous avons imaginé que le golfe du Morbihan, donc l'intérieur du golfe du Morbihan avec ses îles, est un domaine privé, confié en gestion à une entreprise qui en régule l'accès, qui fait payer le droit de faire du bateau, fait payer le droit d'aller y loger, camper, se promener, visiter tel site archéologique, etc. Tout ça est contrôlé par une entreprise. Pourquoi pas? Ça existe ailleurs, je signale, aux États-Unis, ça existe. Quels sont les résultats en matière de développement régional? Il est difficile de fixer la valeur ajoutée sur les territoires et de faire en sorte que le développement économique irrigue toute la région. Donc ça, c'est un sujet qu'on a voulu traiter ici parce que ce n'est pas parce que vous avez des boîtes innovantes bénéficiant du réseau de recherche et d'innovation locale qu'elles vont forcément créer de l'emploi. Parce que notre critère, c'est quand même l'emploi. Donc elles vont peut-être créer des emplois haut de gamme, mais pas forcément irradier l'ensemble du territoire par des entreprises qui vont utiliser les résultats de ces recherches. Donc là, il y a un risque de voir une sorte de zone franche ou d'extraterritorialité de certaines zones en Bretagne qui travaillent beaucoup à l'export, mais qui finalement ont assez peu d'impact, ou très local, autour de leur implantation. En termes d'emploi, le bilan de cette conquête maritime est variable. Elle crée des activités et des emplois nouveaux, mais inégalement distribués sur le territoire et de durée inégale. Par ailleurs, elle impose une évolution constante des formations et des compétences, et donc une forte capacité à reconvertir les salariés, parce que donc, évidemment, c'est le système start-up. Hein, on crée une start-up, elle bosse 3 ans, elle se pète la figure, les gens sont disponibles pour faire d'autres start-up, et voilà, ça foisonne. Mais donc, ça veut dire que les personnes qui sont là-dedans, elles sont en perpétuelle formation. C'est tout le débat qu'il y a actuellement en France sur la formation continue. Hein. En France, malheureusement, quand on a un diplôme, on l'a pour 30 ans et on n'a plus besoin de justifier qu'on s'est adapté pendant 30 ans. C'est l'exact contraire de ce qui se passe dans les pays scandinaves où le diplôme importe moins que l'ensemble des formations continues que vous avez suivies. Mais là, c'est exactement ça. Il faut l'incorporer, c'est une culturelle pour la Bretagne dans le contexte du développement des économies maritimes. Les technologies contribuent à la qualité de la vie et offrent des perspectives d'emploi, mais leur renouvellement continuel continue à poser des questions en termes d'accessibilité, de compétences et d'éthique. Pas que ce soit réservé à une petite fraction de la population. La connaissance des milieux marins est stratégique pour le développement des activités, mais repose essentiellement sur les prospections effectuées par les porteurs de projets. Je disais tout à l'heure, dans les autres scénarios, il y a globalement pouvoir public ou la société qui investigue et qui dit là on peut faire, là on ne peut pas faire, sur une base théorique. C'est le boulot d'Ifremer aujourd'hui, hein, c'est d'aller dire à tel endroit il y a telle ou telle chose et il faut être prudent pour les conserver. Là, la question n'est plus celle-là, c'est l'opérateur dit je fais mon étude, je fais le suivi et on verra bien ce que ça donne. Et donc la responsabilité de la démonstration de l'innocuité ou de la non-conséquence ou du non-impact, elle repose non pas sur un suivi de pouvoir public, mais sur des suivis opérés par le porteur lui-même. Sous contrôle, certes, mais c'est un état d'esprit qui existe déjà, je vous signale, hein, dans pas mal de circonstances. Hein. L'autocontrôle, ça existe dans l'agriculture, sur les aspects vétérinaires par exemple, c'est l'autocontrôle. Parce que les services vétérinaires n'ont plus les moyens de le faire pour le compte de l'État, donc c'est délégué. Et donc il y a quand même un fort risque de surexploitation de l'espace et des ressources marines qui peut conduire à leur dégradation et donc pouvant fragiliser ainsi les filières développées. C'est-à-dire que là, du coup, c'est un peu comme disait Rabelais, science sans conscience, là c'est écosystème sans conscience de l'écosystème. Au début, on peut faire n'importe quoi, ça marche. Si on en fait trop, les porteurs même de projets vont se casser la figure parce que l'écosystème ne sera plus adapté ou les conditions d'exploitation ne seront plus les bonnes. Alors c'est là que vous avez 2 sortes de capitalisme. Le capitalisme cow-boy, hein, qui dit si je ne peux plus le faire là, j'irai le faire ailleurs. Donc j'aurais appris à le faire là, et je me déplacerai, j'irai le faire, je ne sais pas moi, en Mauritanie ou peu importe. Et puis un capitalisme un peu plus responsable qui dit je vais essayer de faire en sorte que mon implantation soit durable et qu'elle irrigue la société autour. Donc c'est plutôt ça qui est recherché, mais pour faire ça, il y a des codicils, il y a des réglementations, pour faire simple, il y a des contraintes qu'il faut appliquer quand même aussi aux entrepreneurs. Et on va terminer par le dernier qui est, alors lui, très typé
très typée risque, danger. C'est l'idée que la mer est quand même plutôt vecteur actuellement de transfert de population, de reprise des activités sous-marines de grands pays amis, mais néanmoins quand même un peu autoritaires. Hein. Je pense à la Russie, par exemple. Hein. Si vous avez regardé la presse, vous avez pu voir que la stratégie de l'état-major du Royaume-Uni est basée sur un risque majeur, c'est le retour des forces russes, je vais dire soviétiques, des forces russes dans la mer du Nord et dans l'Atlantique Nord. Et donc toute leur stratégie de contrôle des frontières, de protection de l'État, etc., est basée sur cet unique point, c'est-à-dire la Russie est de retour et c'est un danger. J'ai vu Mathilde May, enfin pas Mathilde May, comment elle s'appelle ? Theresa May est en train de parler sur le sujet en ce moment, donc tension entre l'Est et l'Ouest reprend forme quand même un peu. Et donc on est dans ce chapitre-là, dans cet état d'esprit-là. Et donc on est en 2040, la mer est perçue comme un espace hautement sécurisé, et pour cause, réservé à des activités de défense, je viens d'en parler, et de sécurité, car elle concentre de nombreux dangers. Je n'ai pas parlé non plus du piratage. Alors, le piratage, c'est plutôt le golfe de Guinée, on en parle beaucoup, le Corne de l'Afrique, mais rien ne s'oppose à ce que, à partir du moment où on aura des bateaux de plus en plus autonomes, avec de moins en moins de personnel à bord, qu'il y ait des idées de dériver tout ça pour en profiter de façon illégale. La montée en puissance des risques liés au terrorisme, la recrudescence de la piraterie en mer, les tensions géopolitiques, je viens de les mentionner, sortie du Royaume-Uni du Brexit, ça c'est plutôt une tension supplémentaire qu'un alignement. Un réinvestissement de la mer par les activités de défense et de protection. Le citoyen a un rapport à la mer restreint, centré sur l'activité de baignade et de promenade. Donc la conséquence du danger, c'est que on se replie un peu, dans quelques sites surveillés où ces usages sont autorisés parce que contrôlés. Alors pourquoi est-ce qu'on est devenu arrivé là ? Donc la société dans son ensemble est sous surveillance. C'est pas le dessin, c'est pas encore Big Brother, mais bon. Les valeurs individuelles et familiales protectrices l'emportent sur la valeur et solidarité collective. C'est-à-dire du fait des dangers, on a plutôt un repli sur les noyaux de base que sont la famille. Et donc on sort un peu moins. Il n'y a pas de syndrome particulier, mais quand vous avez des villes où il y a des attentats, à Paris, je suppose que quelques semaines après les attentats que l'on connaît, les gens ont fait un peu plus attention, ont été un peu plus vigilants en sortant et ont plutôt essayé de contrôler leur sortie. La défense, la sécurité, la cybersécurité, le big data connaissent un essor important, mais plutôt dans une direction surveillance, compréhension, analyse des événements dangereux. Après le Brexit, l'Union européenne retrouve un nouveau souffle autour du maintien de la sécurité dans les eaux européennes et la stratégie de défense commune devient progressivement vectrice de l'intégration politique européenne. Alors, ça fait 30 ans qu'on parle de cela. Dans ce scénario-là, vu les pressions, vu les difficultés, vu les dangers, cette idée prend forme. Entre 2025 et 2040, les États membres s'accordent sur des objectifs communs visant à la mutualisation de moyens de défense. La Bretagne, dans ce scénario-là, dispose sur son territoire d'un éventail de technologies, alors qui sont duales, civiles et militaires, et de compétences qui lui permettent de prendre une place stratégique dans ce contexte. C'est déjà un peu le cas. On a quand même de gros opérateurs, des CNS, Thales, qui sont des marqueurs de cette capacité en Bretagne, sans parler du centre de cybersécurité à Rennes, qu'il y a conscience des risques et la Bretagne est bien placée pour organiser une réponse. Alors, l'implication de tout ça, c'est que l'approvisionnement énergétique, la maîtrise de l'information, la connaissance des fonds marins, la surveillance, de manière générale, constituent des pôles économiques majeurs en Bretagne. C'est-à-dire que si la mer est risquée, comme vous savez, 95 ou 98% du commerce international, il se fait par bateau. Et donc si, pour gérer le risque, les coûts de transport augmentent, du coup, ça va avoir des impacts sur toute l'économie de toute la société, et pas uniquement en Bretagne. Et donc pour gérer ça, il y a des développements techniques à faire, et la Bretagne nous considérons que la Bretagne est bien placée pour être un des leaders dans ce domaine en 2040. Les biotechnologies sont encouragées car elles sécurisent certains approvisionnements stratégiques, biocarburants, alimentation,
à partir d'algues. On sait produire des huiles essentielles pour l'homme à partir de microalgues. Pour la santé, on arrive à produire de l'hémoglobine à partir de vers marins, vous le savez, des nouveaux matériaux, etc. Des systèmes hybrides d'EMR sont installés à proximité du littoral dans les zones surveillées. Hybrides, ça veut dire qu'à la fois ils produisent de l'énergie, ils servent à d'autres supports et ils servent de support aussi à la surveillance. Nouveaux phares en quelque sorte. La présence militaire sur le littoral augmente, on réinvestit des sémaphores nouveaux, on ferme l'accès à certaines parties du littoral parce que c'est des zones d'atterrage. La sauvegarde de la vie humaine en mer et la lutte contre l'immigration illégale assurée par l'action de l'État en mer est mise au premier plan suite au report des flux migratoires de la Méditerranée vers l'Atlantique. Alors ça, on ne l'a pas inventé nous-mêmes, c'est la préfecture maritime de Bretagne, enfin de l'Atlantique en l'occurrence, qui nous a mis la puce à l'oreille parce que l'actuel amiral de Oliveira, il a lui-même fait de la prospective et la marine a fait sa propre prospective et dans sa prospective, il y a ça. Donc on l'a réembarqué en quelque sorte. Les ports deviennent des espaces de transit et sont des ports d'entrée sur l'Union européenne. On a vu, le trafic est quand même beaucoup plus contrôlé. Et ils sont hyper sécurisés, et donc avec des types de plans Vigipirate permanents, des contrôles, etc. Et donc les ports s'isolent du reste de la vie sociale et économique parce que c'est des voies d'entrée, donc c'est des voies d'entrée du danger en même temps. Et donc le commerce mondial s'est resserré, mais il est de plus en plus contrôlé. Alors les résultats en matière de développement régional, sur le plan économique, des conséquences spécifiques pour la région du fait de la présence historique sur son territoire de forces militaires et navales, j'y reviens pas. Des emplois sont créés dans ces filières, mais l'absence de dynamique autre que celle-là sur des territoires qui ne sont pas directement concernés fragilise l'équilibre breton. L'état de l'écosystème devient bon, si vous avez regardé ça, il n'y a jamais eu autant de pêche et de capture en mer qu'en 1919 et 1946. Parce que du coup, les pêcheurs ne sortaient plus, l'écosystème se sont réformés. Si on interdit l'accès à des zones, eh bien, du coup, la productivité s'améliore. Et donc là, c'est un peu une conséquence du même nature, sous l'effet d'une réduction des activités humaines en mer, parce qu'elles sont sont plus contrôlées. Et aussi, c'est une conséquence indirecte. Préserver l'environnement n'est pas une priorité, mais c'est une conséquence de. L'éducation à la mer cible sur la prévention, la gestion des risques. Le contact direct avec la mer est moins important, d'autant que l'accessibilité du littoral est plus restreinte. Les activités de tourisme et de loisirs se font désormais plutôt dans les terres. C'est-à-dire que l'autorisation d'aller en mer devient quand même plus limitée, surtout sur la frange littorale proche. L'usage de la réglementation, pour des raisons de sécurité, engendre une forme de division au sein de la population. Certains perçoivent cette augmentation du nombre de dispositifs réglementaires comme une mise sous contrôle de leur mode de vie, donc Big Brother, et une atteinte aux libertés. Donc voilà, évidemment tout ça est, vous avez vu, un peu caricatural. Ça met en évidence un certain nombre de signaux, sachant que, encore une fois, chaque scénario est très vertébré. On part d'un certain nombre de principes initiaux et on déroule. Il y a des engrenages en quelque sorte. C'est comme une machine. Si vous tournez, si vous prenez telle variable et que vous la mettez à ce niveau-là, il y a plein de conséquences en aval et donc plein de conséquences à remonter en amont. Pour arriver à ça, il faut que telle variable soit à tel niveau et les conséquences, c'est que derrière, il va se passer plein de choses. Et une fois que vous êtes rentré dans le tuyau ou dans l'entonnoir, ça vous guide vers une sortie presque univoque. Donc, c'est les principes de départ qui guident le résultat du scénario, et donc on les a pris exprès pour que ça éclaire de façon relativement déconnectée. Alors, on voit bien qu'il y a quelques traits communs, on peut en parler, à tous les scénarios qui ont la vertu de guider la décision. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des éléments extrêmement atypiques d'un des scénarios, ce qu'on recommande à la décision publique, c'est de prendre les traits communs. Et il y a un certain nombre de traits communs ou de décisions à prendre qui sont valables pour tous ces scénarios, même si chacun, vous l'avez vu, présente des opportunités, des avantages un peu différents,
qui sont de alors, 6 natures, je les ai répercutés ici parce que je n'aurais pas retenu de mémoire. C'est la nécessité de décider. On a vu qu'il y a des scénarios où si on laisse faire, il n'y a pas de décision, il ne se passe rien et il va se passer des choses contraires à ce qu'on voulait. Donc il y a des moments où il faut quand même décider malgré tout. Et la décision, c'est déplaire, a priori. La connaissance. Donc la connaissance, on voit que pour développer des activités, pour les protéger l'environnement, il faut un certain nombre de connaissances, et pas uniquement scientifiques, il faut qu'elles soient également diffusées dans le public pour que chacun puisse avoir un avis un peu plus valide, enfin en tout cas pondéré sur les décisions. Appropriation citoyenne, hein, ce n'est pas uniquement de la connaissance, c'est aussi bien comprendre les enjeux. Quand on parle d'enjeux énergétiques pour la Bretagne, ça dépasse l'environnement, c'est toute la société qui doit se mettre en mouvement. Innovation, tout ça, aucun des scénarios ne peut faire l'impasse sur l'innovation. Si nous, en Bretagne, ne sommes pas, au moins sur certains champs, leaders de l'innovation, elle va se faire ailleurs et on va être à la remorque. L'idée, là, c'est d'être plutôt devant le reste du monde. Développement et emploi durable, ça c'est un critère d'analyse de chacune des décisions. Hein. Le but quand même, on parle de développement économique et de blue economy. À un moment, il faut aussi avoir le critère de l'emploi, de sa durabilité, de sa qualité. Le Césaire a d'ailleurs fait des rapports sur cette notion d'emploi durable. Il est parfaitement légitime de le réinjecter ici. La cohésion, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Développer les côtes, il ne faut pas oublier l'intérieur. Et l'évaluation, soit générale, soit particulière. Particulière, on l'a vu pour le scénario numéro 3. Quand on fait quelque chose, il faut évaluer quand même les conséquences avant d'en faire trop. Et puis, quand on a une politique publique, il faut aussi évaluer si elle fonctionne ou pas. Et là, il y a d'autres critères là-dessus. Et donc, je crois que j'ai fini. Je ne peux pas maintenant que je parle, mais j'ai peut-être été un peu long. Ça fait combien de temps que... 1 heure. Ah, ouais, le temps passe vite quand on parle, donc je vais m'arrêter là. Et donc, oui. Je pourrais encore tenir 1 heure, mais je vais vous écouter et puis on va essayer de répondre avec Marion et toi en particulier. Parce que je précise, moi je suis co-rapporteur de l'étude, mais j'ai contribué à sa rédaction, mais ce n'est pas moi qui ai rédigé. Allez-y, on est prêt à prendre toutes vos questions. Au niveau énergétique, c'est essentiellement le deuxième scénario qui intègre des EMR, le 2 et le 3, et sur les autres, on reste complètement dépendant. Sur le premier, la décision est prise de ne pas faire. Le troisième, il est à mi-chemin. On fait si c'est bien protégé, s'il n'y a pas de risque, si ça peut servir de marquage. Quatrième. Bon, le premier, c'est non. Le deuxième, oui, mais attention, il faut que ce soit durable et que tout le monde soit d'accord. Hein, donc ça peut être long. Le troisième, c'est bien sûr, allez-y. Et le quatrième, bon, on y va, mais on mesure quand même les difficultés liées au risque en mer, des terrorismes qui viendraient faire exploser les trucs. Et on s'en sert aussi pour s'approprier finalement la ZEE en implantant des dispositifs de surveillance complémentaires, etc. Pensez-vous que la qualité des connaissances peut agir sur la qualité des décisions ? Je peux difficilement, vu l'entreprise qui m'emploie, dire le contraire. Nous, c'est notre boulot. Notre boulot, c'est d'amener de la connaissance supplémentaire pour l'aide à la décision. Donc, oui, je pense que la réponse à votre question, c'est oui. Simplement, ce n'est pas une corrélation de 1. Ce n'est pas parce qu'on va avoir trouvé un truc innovant ou une espèce à protéger ou un écosystème, expliquer les ressorts d'un écosystème, les variables forçantes, etc., que nécessairement le décideur public va prendre une décision conforme à ce que nous, scientifiques, pensons. Mais au moins, si on fait la mauvaise décision, on peut faire marche arrière. Alors ça dépend des scénarios. Le scénario numéro 3, c'est ça qu'il propose. C'est-à-dire, on prend une décision, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, mais on a les moyens de vérifier ce qui se passe et de revenir en arrière.
Mais dans ce scénario-là, ça repose sur l'idée derrière, c'est qu'il y a un démantèlement quand même de la puissance publique, qui n'a plus les moyens de faire les investigations en mer, et donc il n'y a plus d'avis réputés neutres de l'administration, en quelque sorte. Ça repose sur des évaluations faites par des tiers. Et donc toute la question, c'est de conserver des compétences pour analyser les observations et les mesures et les surveillances qui étaient faites par d'autres. C'est déjà à l'œuvre, hein, c'est des choses qui existent déjà. Hein. Une partie de la surveillance, encore une fois, de la qualité sanitaire des eaux littérales, elle est progressivement sous-traitée à des entreprises privées sous contrôle. Donc oui, pour répondre à votre question de manière philosophique, je ne pense pas qu'on puisse gérer notre territoire commun, que ce soit la Bretagne, la France ou le globe terrestre, sans comprendre ce qu'on y fait. Le GIEC est là pour le démontrer. Hein. Il a du mal à faire percoler ses décisions, mais petit à petit, on commence à se rendre compte que l'homme, quoi qu'en disent certains présidents outre-Atlantique, a un effet, enfin les hommes, leur activité ont un effet sur l'environnement de la Terre qui nous héberge. Comme disait je ne sais plus qui il y a longtemps, on n'a qu'une seule Terre, il faut quand même qu'on la protège. Et pour la protéger, il faut éviter de faire n'importe quoi. Donc c'est bien à nous, aux scientifiques, mais qu'ils soient privés ou publics, hein, d'apporter des preuves irréfutables de façon à ce que les décisions soient basées dessus. Ce qu'on appelle, c'était l'idée de l'Europe, hein, baser un développement économique sur la connaissance scientifique. C'est plus ou moins réussi, mais c'était quand même ça le fer de lance des projets européens dans toutes les différentes compartiments que l'Europe gère, en particulier la science, etc. Donc oui, la réponse est oui. Voilà, j'ai été un peu long à répondre, mais la réponse est oui. Donc en fait, il y a eu toute une série de scénarios possibles. Ce soir, vous en avez sélectionné 4. Ah non, on arrive finalement à 4 scénarios. Ah ben nous, on en a choisi 4. On aurait pu en faire plus. On aurait pu en faire 6, 8, mais bon, à un moment donné, faut savoir se limiter. Entre les mains maintenant des pouvoirs publics. Alors ce document complet, là, qui fait, je sais pas, une centaine de pages, qui était une commande de la région Bretagne, a été fourni à la région Bretagne, à son président, à l'administration en charge du développement économique de la mer, etc., en décembre de l'année dernière. Et donc, ça a servi de base aux ateliers qui sont organisés, je crois que ça doit être terminé maintenant, les parties ateliers. Donc la région a organisé des rencontres un peu de ce type-là, mais avec un objectif qui était de faire remonter l'avis de la population sur telle ou telle décision. Et ils ont utilisé notre matrice des variables et nos scénarios pour lancer le débat, expliciter les contraintes et les conséquences, de façon à ce que les ateliers qui ont participé reviennent vers la région avec une sorte de formation rapide à l'avenir du développement économique pour la Bretagne. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Donc ça sert de base à leur élaboration, de même que d'autres travaux du Césaire ont servi de base à l'élaboration de la stratégie nationale pour le milieu marin. Il y avait pas mal de choses qu'on avait produites dans les rapports antérieurs qui ont été réutilisées par les ministères en charge. Oui, ça nourrit le débat. Et encore une fois, hein, il y a des facteurs positifs. Le but de la région, c'est d'essayer d'amplifier ces facteurs positifs, des conséquences positives. Et puis il y a des conséquences négatives. Le but de la région, c'est de voir comment on peut limiter au maximum les conséquences négatives de ce que sera leur option. Et leur option, ce sera un mix de tout ce qu'on a dit, évidemment. Est-ce qu'au cours des exercices prospectifs, vous avez regardé l'effet de la mer sur la côte et les problèmes que nous rencontrons un peu partout? Le retrait de l'érosion, tout à fait. Alors oui. Pour conclure que, du fait de sa géomorphologie, la Bretagne est quand même, c'est pour ça que c'était aussi
une variable importante dans le scénario numéro 1, c'est que la Bretagne est quand même moins susceptible d'être impactée par l'augmentation du niveau de la mer, sauf certains endroits, alors les estuaires, certaines zones qui ont été endiguées, hein, il y a des polders aussi en Bretagne, mais rien de comparable avec ce qu'on observe, par exemple, sur le littoral aquitain, hein, où la côte recule de 3-4 mètres par an, où il y a des villages entiers qui vont être déplacés, ou même sur les côtes de la Manche, hein, où la falaise de craie s'effondre, et il y a des morceaux de villages qui sont interdits parce que les immeubles s'écroulent. On a moins de risques de ce point de vue en Bretagne qu'on peut en voir dans d'autres régions françaises. Mais ça ne sert à rien de faire une généralisation à ce point-là. Il faut étudier chaque site avec des critères. Oui, oui, bien sûr. Mais si vous regardez la morphologie des côtes bretonnes, c'est quand même plutôt des falaises. On regarde. Oui, non, mais si vous faites une proportion, évidemment, si vous regardez la mer Blanche, c'est sûr, elle va. Il faut comprendre le processus. Si la mer monte. Il faut faire ces comparaisons. C'est-à-dire. Il faut regarder sur le site ici à Guidel, il y a un sévère problème d'érosion. Est-ce qu'une étude faite ou est-ce qu'une étude été faite dans le passé pour comprendre les processus qui sont en jeu? On sort un peu du contexte d'une étude prospective sur l'ensemble de la Bretagne. Donc, encore une fois, je n'ai pas dit que c'était général. Il y a des sites, on en connaît, hein, en Bretagne, où il y a des risques liés à cela. C'est beaucoup moins généralisé que dans d'autres régions françaises. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, ça veut pas, encore une fois, il y a un polder du côté de Gicénie. Si la mer monte d'1 mètre, la digue, on sait déjà qu'elle est fragile. Rien n'exclut que la mer envahisse de nouveau certaines zones. Vous observerez avec moi que, de ce point de vue, les approches scientifiques et techniques ont pas mal évolué au cours des dernières décennies. Je prends l'exemple, parce que c'est très connu, des Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont endigué, refait des dunes, creusé en mer pour ramener du sédiment à terre, pour empêcher la mer d'envahir, etc. Et ils se rendent compte aujourd'hui, enfin ils ont fait leur modèle, et on est un peu en aval, ils sont leaders mondiaux quand même sur ce genre de choses, et ils ont abouti à la conclusion que la lutte contre les éléments de cette manière n'était pas gagnable. Et donc ils sont revenus en arrière en disant la solution pour organiser ça, c'est de laisser des espaces non construits pour que, épisodiquement, quand la mer va vouloir reprendre ses droits, elle puisse le faire. Et donc ça veut dire que je concentre mes activités économiques et de résidence dans des endroits qui sont sûrs. Quand vous regardez Xynthia, hein, c'est quand même une bonne illustration. On a autorisé de construire au bénéfice d'une digue qui était plus ou moins bien entretenue, dans des zones inondables et quand même risquées. Et donc on a cru que par la technique et par l'investissement d'infrastructures, on allait gagner contre la mer finalement. Bon, ça s'est avéré un pari raté. Et donc actuellement, on est plutôt en train de déconstruire dans ces zones-là pour dire quand la mer voudra reprendre ses droits, même si c'est temporaire, elle les reprendra. Donc c'est un peu ça la différence. Même si on aboutissait, je ne connais pas Guidel particulièrement, mais il y a des zones inondables en Bretagne, je citais la mer Blanche parce que j'avais fait des études à l'époque sur la mer Blanche, aller reconstruire une digue, des enrochements de 10 mètres de haut à la mer Blanche pour protéger la mer Blanche, ça n'a pas vraiment de sens. Il vaut mieux laisser la mer revenir, se retirer, utiliser éventuellement les laisses de mer pour y faire du pâturage comme la baie du Mont-Saint-Michel, etc. Mais aller lutter contre ça, ça n'a pas vraiment de sens. C'était pourtant fait comme ça. Voilà. Bah oui, mais ça c'était un peu anciennement. Effectivement, la mer Blanche, il y a des enrochements, mais je pense que ce serait aujourd'hui, on ne les ferait plus. On ne les ferait plus. Si on concevait, par exemple, un scénario optimiste et au possible, comment pourrait-on l'imaginer? C'est pas défini là, bien sûr, mais comment... Il faut prendre tous les plus de tous les scénarios qu'on vient de voir. Hein.
vous libéralisez l'accès à la mer, vous avez un pouvoir public fort avec des organismes indépendants de nature publique qui contrôlent les impacts, qui sont capables de faire des modèles à la demande. Vous avez une société qui suit, une culture complète qui a été initiée dès le plus jeune âge au CP. Enfin, voilà, tous les facteurs favorisants, vous les mettez bout à bout, mais celui-là, franchement, il n'est pas spécialement réaliste. Hein. Il est idéal, mais il n'est pas réaliste. Et puis à côté de ça, vous gérez, par des fonds bretons ou qui viennent d'ailleurs, toutes les contre-indications que ces critères, conséquences négatives que ces critères embarquent. C'est-à-dire, si vous mettez plus de monde à la mer pour mettre des ports flottants, des villes flottantes, des éoliennes flottantes, ben derrière, il y a des gens qui vont peut-être pas apprécier, des pêcheurs, etc. Donc il faut aussi gérer les conséquences pour les pêcheurs. Et ça peut être des autorisations d'aller pêcher entre les éoliennes. Aujourd'hui, c'est plutôt défendu, puisque c'est des zones qui sont réservées pour, et donc il y a un concessionnaire qui paye pour émettre ces éoliennes. Il n'a pas envie qu'on vienne lui déraciner ses câbles ou je ne sais pas quoi. Dans un scénario idéal, les deux arrivent à vivre ensemble. Donc on autorise certains arts non traînants entre les piles des éoliennes. On y met des cordes pour produire des algues. Plein de choses à faire si on arrive à désectorialiser, je ne sais pas comment dire ça, désectoriser les activités. Actuellement, c'est quand même plutôt dans des colonnes. Celui qui fait de l'énergie à partir d'éoliennes en mer, il ne s'occupe pas d'aquaculture, de pêche, etc. Et il est plutôt emmerdé par les pêcheurs et par les aquaculteurs, donc il cherche de les dégager pour être tranquille chez lui. Là, le scénario idéal, c'est l'inverse. Mais c'est plus long. J'ai peu vu le développement de l'électricité. Et on va faire une catastrophe en Bretagne. D'un de ces hivers, on aura une coupure d'électricité. Ben, si quand on parle d'énergie marine renouvelable, c'est bien ça le sujet. Hein. C'est d'être capable de plus produire nous-mêmes en Bretagne l'électricité dont on a besoin. Alors je ne sais plus dans quel scénario, mais à un moment on dit avec les énergies renouvelables aussi bien à terre qu'en mer, la Bretagne est devenue autosuffisante. Donc elle n'a plus besoin d'avoir des câbles qui viennent de Flamanville ou de la vallée de la Loire. Elle est autosuffisante. À un moment donné, j'ai dit d'ailleurs, ça renverse le concept complet. Au lieu d'avoir des tuyaux qui amènent et puis qui redispatchent, il y a plein de productions tout autour qui doivent redispatcher partout. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une dizaine d'années, il y a tout le réseau allemand qui a disjoncté. Ça s'appelle RTE, je crois, parce qu'ils étaient en train de passer d'une production un peu centralisée comme nous, de centrales à charbon ou à fioul ou au nucléaire, à une production en venant de champs éoliens en mer du Nord. Et à un moment donné, il s'est trouvé que la Bavière était dans le froid, et donc il n'y avait plus suffisamment de capacité de production dans les États proches de la Bavière pour alimenter en énergie la Bavière. Et donc le réseau s'est mis automatiquement à transférer les électrons de la mer du Nord vers la Bavière. Sauf que ce n'était pas prévu pour ça, et tout s'est mis en rideau. Tout le réseau électrique allemand s'est mis en rideau pendant, je ne me souviens pas de ça, il y a peut-être une dizaine d'années, pendant une petite semaine, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est typiquement ce qui nous attend, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte le fait que on va avoir des productions satellitaires, en quelque sorte, une éolienne ici, une là, une hydrolienne, des panneaux solaires, et que tout ça est réparti sur l'espace, et qu'il va falloir l'amener dans une autre répartition spatiale, c'est pas la même chose que d'avoir un tuyau unique et puis ensuite un déflecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est un rêve. Non. Ah non, je pense que là, je pense que dans 30 ans, on y sera. Pour mer d'Iroise, pour la production dans les courants. Non, je n'ai pas connaissance que ce soit abandonné. Non. Il y a 2 opérations en Bretagne. Il y en a une à Paimpol. Alors celle-là, oui, mais c'était un site de démonstration.
Ce n'était pas un site de production, mais sur le front vert entre Ouessant et Molène, il y a toujours le projet, oui. Alors ce n'est pas un énorme site, ça permet d'alimenter, de rendre autosuffisant Ouessant, Molène, Le Conquet et quelques villes autour, mais pas tout Brest, hein. Je crois qu'il y a 4-5 hydroliennes qui sont prévues là. Non, le gisement principal de la marée, il est dans le Cotentin, au Raz-Blanchard, hein, à la pointe de la Hague, là, en face de l'usine de la Hague, où il y a l'équivalent, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois de 3 ou 4 centrales nucléaires équivalent Flamanville en énergie disponible. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout extraire, hein, mais si on voulait y mettre 200 hydroliennes de 0,5 ou 1 MW, il y a la place. C'est le courant. C'est le courant du monde presque. La baie de Fundy un peu, mais c'est connu comme étant un gisement. Phrase de Flamanville. Ça, c'est hors de mon champ de compétences, hein, c'est hors du spectre de l'étude. On est en train d'y construire une centrale nucléaire EPR qui a du retard. Sa durée de vie, ça doit être 30 ans. Donc dans 30 ans, en 2040, il y aura encore une centrale nucléaire à Flamanville. On peut dire ça. Maintenant, est-ce qu'elle enverra ses électrons en Bretagne? L'idée de la majorité des scénarios, c'est que beaucoup moins, voire pas du tout. Mais honnêtement, d'ici 30 ans, c'est 30 ans, non 20 ans, 22 ans, je pense qu'il y aura quand même nécessité d'avoir un peu une révolution sur notre modèle énergétique. Hein. Quand on parle du mix énergétique français, actuellement, pour l'électricité, en tout cas, il est à 80% issu de centrales nucléaires. Le début de la diminution de cette part du nucléaire dans l'électricité française est lancé. Fessenheim va fermer, d'autres centrales vont fermer derrière. On ne va pas en reconstruire autant qu'on en ferme. 40 ans, Pardon? il y en a qu'en 40 ans. Oui, donc elles ne vont pas durer encore 20 ans. Hein. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la France est en train de modifier ses préceptes pour aller vers plus d'énergie d'origine renouvelable? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai encore un petit doute. C'est le problème que vous avez posé tout à l'heure, c'est le problème de la décision. J'ai un petit doute. Regardez. Enfin, bon, c'est quand même dingue. Pour installer une éolienne en mer classique, c'est-à-dire vous prenez l'éolienne terrestre, vous la mettez par 20 mètres de fond sur un sol, sur un substrat dur, globalement c'est la même technologie. Pour faire ça en Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, pour ne citer que des pays proches de nous, c'est entre 2 et 3 ans. À partir du moment où vous décidez de la mettre, 2-3 ans après, elle tourne. En France, ça fait 10 ans qu'on en parle, il n'y en a pas encore une. Avec un problème qui est typiquement français, et qui, moi qui m'a révisé, j'ai vu ça aujourd'hui, il y a un amendement qui vient d'être proposé par le gouvernement. Alors, je me demande quel ministère a fait ça. Qui vient d'être proposé donc aujourd'hui, qui est de dire l'État a la possibilité donne la possibilité d'invalider un permis s'il considère que le prix de rachat de l'électricité qui a été négocié au début du projet ne lui convient pas. Pourquoi il fait ça? On peut le comprendre, hein. C'est délirant, mais on peut le comprendre. C'est parce qu'il faut tellement de temps en France entre le moment où on a négocié, on vous ouvre le champ pour faire une exploitation et on vous rachètera l'électricité au prix de la technologie, enfin, au prix courant, c'est-à-dire les éoliennes en mer du Nord du Royaume-Uni produisent de l'électron à tel prix, on vous rachète au même prix. Sauf que dans un monde normal, en Royaume-Uni par exemple, vous négociez ça et 2 ans, 3 ans après, vous produisez et donc le prix n'a pas beaucoup changé parce que la technologie, c'est la même que celle que vous avez prévue. En France, il faut 10 ans. En 10 ans, il y a déjà 2 technologies d'écart. Tous les 5 ans, ça change. Donc l'État a dit, attendez, moi je vous ai négocié il y a 10 ans à un prix qui était le prix de l'électricité produite par des éoliennes de, 3 mégawatts, pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, les éoliennes, elles font 10 ou 12 mégawatts. Donc le prix que je vous avais promis, en fait, il a beaucoup baissé depuis. Donc je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a tellement de temps d'instruction que la technologie évolue et que
et que les autorisations qui étaient données au départ n'ont plus cours. Regardez, si vous avez suivi un peu l'épisode de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ils étaient partis sur je ne sais pas quelle éolienne d'Areva qui a vendu son activité depuis, évidemment, parce que ça arrive, hein, Areva a eu des problèmes, et donc ce qu'ils avaient prévu de faire il y a 6-7 ans, ben, ils ne le font plus, ils ont vendu leur filiale à Iberdrola ou je ne sais pas qui en Espagne. Donc c'était bâti sur, le champ de Saint-Brieuc était bâti sur des piles en béton portant des génératrices, je crois que c'était 6 MW. Donc il y avait, pour produire je ne sais plus combien de mégawatts, 200 je crois, il fallait tant de poteaux pour porter 6 MW chacune. Donc 200 divisé par 6, ça fait je ne sais pas combien de poteaux. Et donc ça c'était avant que j'arrive en 2011, donc c'était plutôt 2009-2010. Bon, il n'y a toujours pas une éolienne, mais maintenant, comment il s'appelle, General Electric, à Saint-Nazaire, ils sortent des éoliennes à 10 MW. Donc entre 6 et 10, il y a besoin de moins de poteaux et moins d'implantations pour produire, déjà d'une part. Et ensuite, comme elles sont plus lourdes, c'est pas sûr que la meilleure solution, ce soit des poteaux en béton. Et donc, le porteur du projet de Saint-Brieuc est revenu pour dire, écoutez, moi, ça fait tellement longtemps qu'on fait des études que maintenant, je vais plutôt prendre des génératrices de 10 MW, et pour qu'elles tiennent, maintenant, il faut que je passe en jaquette, c'est-à-dire en acier. Halt. Vous n'avez pas le droit. Vous avez instruit une étude d'impact avec des pales, des génératrices de 6 MW sur des pieux en béton. Maintenant, vous me mettez des pieux en acier. Tout ce que vous avez fait est à refaire. Et on repart pour 10 ans. Mais en 2030, ce sera résolu? Dans un État fort, si Poutine était, je dirais, pas de problème. Elles y seront. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas sûr. D'accord, mais tout problème créé par l'homme et peut être résolu par l'homme. Oui, mais là, il y a des aspects sociaux. Et ce n'est pas un rêve, parce que si le projet entre Blois et Belle-Île prend forme, Oui, ça c'est ça le va flottant. générer assez d'électricité pour alimenter la ville de Lorient. Oui, parce que c'est des éoliennes flottantes. Et flottant, Oui. très loin. Et loin, et donc. Mais en France, on a un dispositif institutionnel et, j'allais dire, législatif, qui fait que, pour caricaturer, une personne seule peut bloquer une procédure qu'une vaste majorité considère comme étant nécessaire, parce que ça ne lui plaît pas. Et je peux vous même vous dire, il y a des personnes qui utilisent cette faille pour en faire un business. C'est-à-dire, vous voulez mettre une éolienne là? Je ne suis pas d'accord. Je ne vous dirai pas pourquoi je ne suis pas d'accord, mais je peux vous emmerder pendant des années. Je vais au Conseil d'État, je fais des recours sur recours sur recours. Je peux vous emmerder entre 5 et 10 ans, tranquille. Maintenant, vous me donnez 3 ans de salaire, 50 000 euros, 100 000 euros, je ne dépose pas mon recours et vous pouvez le faire. Il y a des gens qui monnaient. Et ça, c'est illégal. C'est pour ça Ah oui, vous n'avez pas le droit de faire ça. Sauf que ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, ça ne se dit pas, quoi. Ça s'appelle le recours abusif. Sauf qu'en France, le recours abusif, il est très très peu pénalisé. Et vous faites un recours abusif, ça vous coûte 1 000 euros ou 2 000 euros si vous êtes pris au passage. Il y a des pays où si vous faites ça et que vous perdez, parce que vous avez fait un recours considéré par les tribunaux comme abusif, ça vous coûte très 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 cher. Et donc, les gens ne le font pas. Enfin, ils hésitent beaucoup, donc il y en a beaucoup moins. En France, n'importe qui n'est pas content, il crée une association de défense de n'importe quoi, et c'est parti pour 5 à 10 ans. Même s'il y a 99% de la population autour qui est favorable. Et qui est gêné.
plus ou moins, quand on parlait des éoliennes flottantes du côté de Groix et de Belle-Île, je ne pense pas que ça gêne énormément de monde. Hein. Les pêcheurs, c'est les premiers concernés. Il y a des discussions qui sont en cours, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt bien orientées. Après, il y a des défenseurs de l'environnement qui vous diront que ça a des impacts sur l'environnement. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont acceptables ou pas acceptables? Ça, c'est lié à, à une analyse très strictement personnelle. Moi, il y a des choses qui, moi, ne me choquent pas, qui choquent d'autres personnes qui ont une sensibilité supérieure à la mienne. Moi, tuer un dauphin par prise accessoire, ça ne m'émeut pas. Et il y en a que ça insupporte. Il y a des pays où le dauphin, c'est une viande comestible, comme celle du veau ou du cochon, et on n'est pas particulièrement ému de manger une tranche de steak ou une côte de porc. Il y a des pays où c'est le cas. Norvège, certaines fractions de la population est émue quand on tue un dauphin. Cheval. Donc, l'homme, mais l'homme, il est complexe quand même. Hein. Donc, il y a homme et homme. Quand on dit homme avec un grand H, oui, c'est vrai en macro. Comme tout à l'heure, vous me parliez des événements climatiques qui pourraient impacter la Bretagne. En macro, la Bretagne n'est pas trop gênée. Mais si vous regardez des cas individuels, soit un homme ici qui n'est pas content, soit une baie qui est plus sensible que l'un, et bien du coup, vous n'avez plus la même analyse. C'est une question que je vais expliquer tout à l'heure, justement, mais puisque tu en parles, est-ce que vous avez analysé dans les différents scénarios, justement, l'influence des ONG, par exemple, et le risque potentiel qu'il peut y avoir sur certains scénarios? Oui, alors je ne sais pas si c'est dans le cadre de cette étude ou de l'étude précédente, dans la précédente, moi j'ai appris un nouveau syndrome. Parce que bon, tout le monde connaît le syndrome NIMBY. NIMBY, c'est un acronyme issu de l'anglais qui veut dire Not in my backyard. Ça veut dire, globalement, ce que vous faites est bien. Vous mettez une éolienne en mer, moi, ça me va très bien. C'est plutôt légitime et plutôt dans le bon sens. Mais alors, vous ne le faites pas chez moi, quoi. Je ne veux pas l'avoir. Donc, sur le fond, je suis d'accord, mais je suis opposé à votre projet pour des raisons, parce que ça me dérange. Voilà. Donc ça, moi, je connaissais que celui-là, il y a encore un an. Et depuis, on a fait intervenir une personne qui est spécialisée dans la médiation et dans les enquêtes publiques, etc., qui nous a dit, mais il y a ça, NIMBY, c'est simple, parce qu'on tombe sur des gens qui sont accessibles à un raisonnement. À partir du moment où ils disent votre projet, il est légitime, mais philosophiquement, on peut le comprendre, vous pouvez discuter avec lui. Mais il y a des porteurs du syndrome banana. Alors, je sais plutôt ce que ça veut dire. Banana, c'est build absolutely nothing. Banana at any case, ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, anywhere, et voilà ça. Donc, rien. Je veux même pas le savoir. C'est-à-dire, votre projet, quel qu'il soit, où qu'il soit, je m'en fous, je n'en veux pas. Et je vais vous emmerder jusqu'à ce que vous le retiriez. Et donc ces gens-là ne sont pas accessibles à un raisonnement logique, cohérent, c'est viscéral, il y a trop, c'est un peu poujadiste, voilà, il y a malthusien, il y a trop de monde sur Terre, c'est la décroissance, il faut supprimer 90% de la population sur Terre, et là, l'environnement va retrouver son état initial progressivement et la Terre va mieux se porter. Donc c'est ce genre de tendance qui existe. C'est eux qui font souvent des recours abusifs, dont on parlait tout à l'heure. Et la personne qu'on avait interviewée nous a dit, mais contre ces gens-là, il n'y a rien à faire. Alors après, vous prenez les méthodes russes, vous pouvez les... Voilà, hein, petit coup de gaz innervant et puis vous emmerdez plus. Mais bon, nous, on ne fait pas ça. Donc la question c'était, oui, on en a tenu compte. C'est dans le scénario 2 où, à force de prendre en compte toutes les opinions individuelles contestant ceci ou cela dans les projets, finit par détruire l'idée même de projet et donc entraîne une réaction à l'opposé. C'est souvent des moments de balancier. On essaie de faire bien, puis quand on voit que ça ne se fait pas bien avec des
des critères légitimes, et ben on dit, puisque ça ne marche pas, on fait le contraire. Donc oui, on a tenu compte. Moi, j'avais une question à poser, c'est dans les scénarios, là, est-ce que vous avez pris en compte qu'en 2040, il y aura peut-être le réchauffement climatique suffisant pour qu'il y ait beaucoup moins d'eau douce. Parce que déjà, on est déjà en limite des fois, là, sur la Alors Bretagne. ça, on ne l'a pas intégré, alors plus ou moins, alors j'ai un petit doute. Il me semble qu'on a dû regarder des scénarios du GIEC, enfin bon, je me passe sous votre contrôle, là, parce que c'est pas moi qui ai fait l'analyse bibliographique, pour dire que avec le changement climatique, nos régions plutôt septentrionales devraient avoir plutôt plus d'eau qu'elles n'en avaient avant, et donc que c'est plutôt les régions du sud, jusqu'à Lyon, enfin la zone méditerranéenne élargie qui, elle, allait avoir un déficit hydrique. Mais encore une fois, je m'avance un peu là, non? Je complète juste l'étude précédente de la section prospective du César de Bretagne portait sur les enjeux de l'eau en Bretagne à l'horizon 2040. Donc on a bien traité cette question du profil hydrographique sur le territoire et des disparités est-ouest en fait, puisque c'est là que ça se joue essentiellement. Et on avait fait des hypothèses d'implantation d'usines de désalinisation, comme ça existe déjà pour les îles aujourd'hui, avec une généralisation potentielle. Et du coup, dans le scénario 3, on a intégré cette dimension-là aussi en disant qu'on avait des usines de désalinisation qui s'implantent pour subvenir aux besoins. Voilà, mais on n'est pas rentré dans le détail, mais par contre, autre étude sous Césaire, vous trouverez des éléments plus précis sur le sujet. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions.